Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Elisabeth extrêmement heureux de vous accueillir dans ce webinaire, faire de l'éducation aux médias et à l'information grâce à un projet collaboratif européen e-twinning. Nous sommes heureux au niveau du CLEMI. Je suis Serge Barbet, directeur délégué du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Que ce webinaire ait trouvé toute sa place dans le cadre de la 32e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. La Semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est une action éducative que le CLEMI organise chaque année au mois de mars, et c'est la 32e édition sur le thème cette année de s'informer pour comprendre le monde. C'est une action éducative qui regroupe plus de 1800 partenaires. Et parmi tous ces partenaires, beaucoup de partenaires médias. Et nous avons eu des échanges avec eTwinning qui étaient tout à fait naturels pour leur donner une carte blanche dans le cadre de cette 32e édition. Les dates officielles, je le dis toujours, de la Semaine de la presse cette année, c'est du 22 au 27 mars. Alors, vous allez nous dire le 27 mars est passé, mais il se trouve que la Semaine de la presse et des médias dans l'école, ça dure dans les pratiques pédagogiques sur près de 3 semaines et demie, quasiment un mois, d'après une enquête que nous menons chaque année auprès de tous les enseignants inscrits à la Semaine de la presse et des médias. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur cette action éducative, et puis il me reviendra aussi de dire un petit mot pour présenter notre principale intervenante dans le cadre de ce webinaire, Divina Fraumegs, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Elisabeth qui va nous dire un mot sur le contexte de ce webinaire et pourquoi aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Serge. Je me présente, je suis Elisabeth Sauzer-Monique, je suis la responsable du bureau d'assistance nationale eTwinning France. Nous avons vraiment le grand plaisir de travailler avec les CLEMI, qui fait partie aussi de notre structure globale Réseau Canopé. Et si nous avons cherché à faire ce webinaire aussi dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, c'est parce que l'année 2021, à l'échelle européenne, est dédiée à l'éducation aux médias et à la désinformation. Donc, à l'échelle de l'Europe, des 43 pays qui participent à eTwinning, il y a un grand nombre d'activités et d'événements qui sont organisés pour permettre aux enseignants de trouver des partenaires, pour permettre aux enseignants de trouver des pistes de travail, pour explorer justement cette problématique de société dans le cadre de leurs échanges à l'échelle européenne. Donc nous avons la grande chance d'avoir dans la maison Réseau Canopé nos partenaires du CLEMI. Donc on s'était dit que c'était l'occasion parfaite pour rapprocher un peu plus nos services et mettre en place ce premier webinaire. Je remercie également Madame Frau-Meigs pour sa présence aujourd'hui. Il y a aussi dans les intervenants à venir mes collègues directs du Bureau national, Anthony Rio et Stephen Cudby, qui sont chargés de mission au sein du Bureau d'assistance nationale. Nous avons également le plaisir d'accueillir Blandine Bourreau, qui est correspondante académique eTwinning, mais aussi enseignante documentaliste en collège, et donc qui a fait des projets aussi sur ce thème déjà. Nathalie Terrade, qui est en charge d'eTwinning à la DNE au ministère, et donc qui nous fait l'honneur de sa présence aussi avec nous aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un webinaire fructueux et intéressant et plein de pistes intéressantes. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Alors, simplement, je veux reprendre un mot pour présenter Divina Fraumegs, qui est avec les autres intervenants, l'invité d'honneur que nous aurons tout à l'heure le privilège d'écouter. Divina, vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle et sociologue des médias. Il se trouve qu'au CLEMI, nous vous connaissons particulièrement bien puisque vous avez dirigé le centre à partir de 2014 et que nous apprécions au CLEMI vos travaux qui portent sur l'éducation aux médias et à l'information, de façon très large, sur les contenus et comportements à risque, sur la question de la réception et des usages des technologies de l'information et de la communication à l'ère numérique. Outre de nombreux articles dans des revues nationales et internationales, vous êtes l'autrice et où vous avez coordonné une vingtaine d'ouvrages ces dernières années. Parmi les dernières publications, je citerai l'ouvrage « Faut-il avoir peur des fake news ?»
paru en 2019 à la documentation française et dont je recommande vivement la lecture. Experte à l'UNESCO, auprès de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres instances gouvernementales en France et à l'international. Vous promouvez les médias en relation avec les droits de l'homme, l'éthique. Vous avez contribué à l'élaboration de plusieurs recommandations européennes sur l'éducation aux médias, l'autonomie des jeunes sur les réseaux, les systèmes de filtrage dans la société de l'information et la dignité humaine dans l'environnement médiatique. Au plan associatif, connaissons vos nombreux engagements avec des contributions multiples au sein de nombreuses organisations. Et vous avez notamment participé et coordonné de nombreux rapports au sein même des instances internationales et continué de représenter les intérêts de la société civile dans différentes de ces instances. Outre la chaire UNESCO Savoir devenir à l'ère du développement numérique durable, articuler usage et apprentissage pour maîtriser les cultures de l'information, que vous détenez, vous présidez l'association que vous avez fondée Savoir devenir, qui s'adresse à tous les publics, citoyens, éducateurs, acteurs institutionnels et industriels, dans une démarche citoyenne et participative réenchantée Internet. C'est ainsi que l'association est présentée sur votre site savoir-devenir.net, que vous pouvez également toutes et tous consulter. Pour toutes ces raisons, avec Elisabeth et les équipes d'E-Twinning, il nous a semblé particulièrement intéressant de pouvoir effectivement vous inviter à ce webinaire à l'occasion de la 32e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Ça nous est paru quelque chose de naturel. C'est pour nous donc un très grand honneur et un très grand bonheur que nous aurons de vous écouter tout à l'heure. Merci voilà. À vous de cette invitation, Serge. J'ai du mal à vous voir, donc je ne sais pas quand intervenir, mais je suis ravie d'être là avec vous et j'espère qu'on va avoir un débat fructueux. Très bien. Alors, on va avoir l'occasion de vous entendre tout à l'heure. Pour commencer, il est prévu brièvement de ma part une présentation des enjeux d'éducation aux médias et à l'information, d'abord de présenter effectivement le CLEMI, et puis de vous montrer tout à l'heure le type de ressources que nous pouvons produire aujourd'hui. Tout simplement présenter le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, parce qu'il n'est pas forcément connu de toutes et de tous. C'est un opérateur public, Elisabeth l'a dit, rattaché pour son centre national au réseau Canopé, l'ancien Centre national de documentation pédagogique, et pour ses équipes présentes sur l'ensemble des académies dans toutes les régions. Ce sont des personnels qui sont des coordonnateurs et coordonnatrices, formateurs et formatrices du CLEMI, directement rattachés aux recteurs et aux rectrices dans les académies. Le CLEMI possède aussi un conseil d'orientation et de perfectionnement qui est constitué d'une soixantaine d'organisations. Je vais très très vite là-dessus. Les pouvoirs publics, les tutelles ministérielles et les ministères avec lesquels nous travaillons, les organisations syndicales, fédérations de parents d'élèves, des mouvements d'éducation populaire et également l'ensemble des grands mouvements d'éducation populaire et le secteur presse et médias en les instances représentées. Le CLEMI, on va dire, est un opérateur singulier dans le paysage des opérateurs publics. Il est indissociable de l'histoire de l'éducation aux médias et à l'information au sein du système éducatif, ou du moins dans notre pays. Il a vu le jour en 1983. Nous allons célébrer bientôt son 40e anniversaire et il s'articule autour de 3 missions. Les missions sont la formation des enseignants en éducation aux médias et à l'information, enseignants du premier et du second degré. Nous avons ensuite une mission de formation de formateurs qui va se faire au niveau de l'équipe du CLEMI national et une formation en formation initiale et continue sur l'ensemble du territoire, également à l'intérieur d'un académique de formation au niveau des académies. Le CLEMI, ensuite, a une deuxième mission et la coproduction de ressources pédagogiques pour accompagner les enseignants dans leur pratique de classe. Vous avez sur le site CLEMI, www.clemi.fr, toutes les ressources que nous utilisons pour tout type de support aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure, des productions, voire des coproductions également de ressources, bien souvent, avec des tierces partenaires, souvent issus du milieu de la production audiovisuelle ou du monde des médias. La troisième mission du CLEMI, c'est d'organiser des actions éducatives. Je viens
d'évoquer, et c'est celle qui nous rassemble aujourd'hui, la semaine de la presse et des médias dans l'école. Je vais m'y attarder quelques instants. Et nous avons, au-delà de la semaine de la presse et des médias dans l'école, d'autres dispositifs sous forme de concours, notamment un classe scolaire qui s'appelle Mediapix, où nous mettons où nous primons, nous sélectionnons et nous valorisons les meilleures productions médiatiques faites par les élèves en classe ou dans le milieu scolaire. Et nous avons également d'autres dispositifs sous forme de concours, un en particulier concentré sur la question de la construction des stéréotypes et notamment des stéréotypes sexistes, qui s'appelle Zéro cliché. Nous avons ensuite un partenariat avec l'association Wikimedia France qui nous permet de réaliser le Wiki Concours lycéen, qui porte sur la question de la responsabilité éditoriale que nous publions en ligne. Et puis nous avons un dernier dispositif qui est en partenariat avec la chaîne européenne Arte sur Arte Clémy Reportage, un concours de montage vidéo. Nous sommes en plein dans la semaine de la presse et des médias dans l'école, et je veux m'attarder un petit peu sur ce dispositif parce que d'abord il est intéressant, à la fois parce qu'il a un volet historique, il correspond finalement à la plus ancienne action éducative portée par le Clémy et l'institution scolaire en France, que c'est une action aujourd'hui pour donner une idée de son impact sur les populations scolaires et familiales, sur la communauté éducative dans son ensemble. C'est une action qui porte aujourd'hui sur 260 000 enseignants inscrits sur plus de 20 000 établissements. Alors, j'entends que de bien fermer vos micros, s'il vous plaît, pendant les interventions, parce que ça fait plusieurs voix en même temps. Merci beaucoup. Et donc, je donnais les chiffres pour donner une idée de la mesure de cette semaine de la presse et des médias dans l'école. 260 000 enseignants inscrits, près de 20 500 établissements sur le territoire métropolitain et les Outre-mer. Ça touche de près ou de loin près de 4 millions d'élèves sur une communauté de 13 millions d'élèves. C'est-à-dire que nous sommes sur une action éducative particulièrement importante, certainement la plus importante en termes de participation en nombre d'enseignants et d'élèves qui sont mobilisés chaque année. Nous travaillons sur des thèmes prescrits par le Clémy et qui valent pour 2 années consécutives. Cette année, c'est la première année du thème S'informer pour comprendre le monde. Nous éditons à l'occasion de cette semaine de la presse et des médias une brochure pédagogique, comme nous le faisons pour chaque nouvelle édition de la semaine de la presse et des médias, qui est largement plébiscitée par les enseignants et qui est un outil finalement au service des pratiques enseignantes et des enseignants pour mener des projets d'éducation aux médias et à l'information. Et si je m'attarde sur cette semaine de la presse et des médias, c'est que l'on aurait pu imaginer que finalement une telle action qui s'est construite historiquement sur un principe d'acheminement de magazines et de journaux imprimés dans les établissements scolaires, grâce à un partenariat avec la Poste en France, effectivement, puisse s'essouffler, venir finalement au bout d'une logique de cycle. Et on se rend compte finalement que cette semaine de la presse et des médias ne cesse de se réinventer en même temps que nos sociétés avancent dans la révolution numérique, dans tous les bouleversements que cette révolution implique aujourd'hui sur les comportements informationnels, sur les pratiques informationnelles, sur les usages numériques, avec effectivement tous les défis éducatifs que cela pose. Et la semaine de la presse a une particularité ces dernières années que nous observons de façon très fine, c'est que nous avons quelque chose d'extrêmement important en termes de mobilisation des partenaires de l'école. Il y a les enseignants qui sont en première ligne pour faire cette éducation aux médias et à l'information. Nul ne saurait se substituer aujourd'hui aux enseignants pour faire ce travail, puisque ce sont les enseignants qui sont effectivement face à leurs élèves. Ce sont les professeurs documentalistes dans le système éducatif français qui, au collège et au lycée, sont chargés de mettre en œuvre cette éducation aux médias et à l'information qui est conçue comme un enseignement transversal. Mais c'est également une mobilisation
de tous les enseignants, des professeurs des écoles et des enseignants de tous les degrés, de tous les cycles, de tous les champs disciplinaires, qui ont cette responsabilité de l'intégrer et de l'inclure dans leurs enseignements. Et donc, on a cette année, et depuis plusieurs années, d'abord 2 observations. C'est une mobilisation de plus en plus forte, et c'est également, on va dire, une action éducative qui commence à faire système, dans le sens où elle s'élargit à de plus en plus de publics différents. Nous l'ouvrons en particulier à la sphère familiale. Nous avons toute une offre aujourd'hui qui se déploie de ressources et de formations en direction des familles, mais c'est également une action qui est prise en main, je dirais en quelque sorte, par l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative, qu'ils soient issus du monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur au sens large, ou qu'ils soient issus du monde associatif, institutionnel et du monde de la presse et des médias, du monde des acteurs du numérique également au sens large, puisqu'on ne peut pas décorréler et dissocier aujourd'hui effectivement de nos problématiques et de nos thématiques d'éducation, la question du numérique qui fait également intervenir beaucoup d'acteurs, soit issus directement du monde de la presse et des médias, ou stricto sensu des plateformes, des réseaux sociaux et d'autres acteurs qui entendent également jouer leur partition en quelque sorte sur ce sujet de l'éducation aux médias et à l'information. Pour ne pas être trop long, je voulais décrire cette action parce que je crois qu'elle est tout à fait finalement symptomatique de ce que nous sommes en train de vivre en termes de priorisation de cet enjeu citoyen de l'éducation aux médias et à l'information dans une période extrêmement compliquée. Alors évidemment, nous sommes tous suspendus dans toutes les régions du monde aux aléas de la crise sanitaire et de ses conséquences, mais bien au-delà et bien avant la crise sanitaire, et parfois il peut y avoir évidemment des enjeux convergents, mais nous sommes aussi aujourd'hui face au défi de réenchanter nos sociétés démocratiques, nos principes et nos valeurs dans les sociétés démocratiques, de faire adhérer effectivement et de transmettre un certain nombre de valeurs au plus grand nombre, effectivement par des pratiques éducatives, par des pratiques culturelles, avec des enjeux citoyens de premier plan, à un moment où effectivement les crises et les tensions sociales traversent l'ensemble de nos régions et interrogent aujourd'hui les pratiques à l'œuvre dans un écosystème d'outils qui sont à notre disposition au travers des téléphones, des smartphones, des tablettes et de tous les écrans qui induisent un certain nombre de bouleversements. Là-dessus, la France n'est pas exempte de toutes ces problématiques, bien au contraire. La France est un pays qui a été frappé à plusieurs reprises ces dernières années et attaqué sur ses cœurs de valeurs de la République au niveau des journalistes. On a tous en tête l'attentat de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo. Plus récemment, c'est un enseignant qui a été la cible d'un attentat terroriste alors qu'il enseignait la liberté d'expression dans le cadre de son cours de collège d'histoire-géographie, enseignement moral et civique sur la liberté d'expression. Et donc, nous voyons bien que derrière l'enjeu d'éducation aux médias et à l'information, il y a une interrogation et des questionnements, et certainement, au-delà des questions et des interrogations, des réformes extrêmement fortes à mener aujourd'hui pour adapter nos systèmes académiques, nos systèmes éducatifs à la réalité du fonctionnement des sociétés d'aujourd'hui, que l'on pourra qualifier de l'ultra-information, de l'ultra-connexion, de l'infobésité, tous les néologismes divers et variés qui ont été inventés, mais qui disent à peu près la même chose, que nous sommes dans un monde de profusion de l'information avec un certain nombre de désordres qui y sont liés. Et donc, sur ces sujets-là, effectivement, la collaboration, les chaînes collaboratives, les alliances éducatives que nous pouvons imaginer, que nous pouvons inventer, sont plus que jamais de mise pour créer, pour résister finalement à un certain nombre de dérives et à imposer une dynamique citoyenne bien différente que celle qui peut être à l'œuvre sous le joug d'un certain nombre de dérives dans l'utilisation irraisonnée des outils numériques. Donc là-dessus, ce que nous faisons aujourd'hui a vocation d'abord à faire connaître le CLEMI et ses outils
aux membres du réseau eTwinning, et puis de nous inspirer également des pratiques d'un tel réseau, parce que eTwinning, c'est effectivement pour nous des acteurs de l'éducation des pays européens, des acteurs qui sont tous concernés, qui sont enseignants, qui sont chefs d'établissement, éducateurs, et qui ont dans leur culture la coopération, l'hybridation, l'expérimentation, l'innovation. Et je crois que ça en fait une communauté particulièrement intéressante, totalement en phase avec les enjeux de la communauté, du réseau que représente le CLEMI dans sa forme nationale ou dans sa forme territoriale avec ses représentations en académie. Et je ne veux pas être plus long, parce que j'ai essayé d'être le plus concis et dynamique possible dans cette présentation. Je voudrais juste terminer en vous montrant une ressource, une des dernières ressources produites par le CLEMI. C'est une petite vidéo qui porte sur un jeu éducatif qui s'appelle Classe Investigation. Cela pour vous montrer la démarche qui est la nôtre aujourd'hui dans la façon finalement de développer une expertise particulièrement pointue dans la façon de proposer des outils adaptés aux enseignants, à leurs pratiques face à leurs élèves. Et quelle est la démarche finalement que nous proposons d'éducation aux médias et à l'information dans des outils qui mettent les élèves en situation de production, puisque l'éducation aux médias, c'est beaucoup la pédagogie de projet. C'est comme cela que ça s'est structuré au fil des décennies, même si aujourd'hui nous sommes entrés dans une nouvelle phase avec effectivement un certain nombre de banalisation de thématiques de l'éducation aux médias intégrées de plus en plus dans les programmes. Je ne sais pas si on peut diffuser maintenant la vidéo de Classe Investigation. Oui. Et donc, le temps que ça se charge, vous dire que c'est un jeu éducatif qui est développé par l'équipe du studio du CLEMI dans le cadre d'un groupe informel qu'on appelle Media Lab, qui fait travailler des enseignants et des professionnels des médias et de l'information ensemble, et que c'est un jeu éducatif où les élèves sont plongés dans une enquête journalistique immersive, à eux de construire, de fabriquer l'information. Vous avez effectivement plusieurs scénarios qui ont été développés dans ce jeu. Un premier scénario autour d'une histoire fictive, des fauves qui s'échappent d'un zoo. Les équipes ont ensuite travaillé sur un deuxième scénario qui est sur l'explosion sur un site industriel classé Céveso en Normandie. Donc là, on a une journaliste professionnelle qui a travaillé avec nous, qui présente le scénario. Et donc là, on vous montre les différentes sources qui existent aujourd'hui pour travailler sur l'information. Donc les élèves vont travailler à la fois sur des documents officiels, des documents de la préfecture, mais ils vont aussi avoir accès aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ils vont avoir accès à différentes sources qui vont parler effectivement de cet incident qui s'est produit dans une usine. Et derrière, effectivement, on va progresser dans la construction de l'information en déjouant finalement aussi un certain nombre de contraintes dans cette fabrique de l'info. Et donc, on voit combien c'est quelque chose de rigoureux, fabriquer l'information, que ça correspond à une méthodologie et à des règles de déontologie qui doivent s'appliquer quand on travaille effectivement avec des sociétés de médias. Alors, pour quel niveau? Collège et lycée aujourd'hui. Et c'est un jeu également qu'on peut développer au niveau du hors scolaire, dans des groupes, dans des centres sociaux et autres, avec des groupes de jeunes, avec différentes jauges. On est en train de travailler sur le troisième scénario qui est très intéressant, qui est le procès de Bobigny sur l'IDG de 1972. Et donc, ça permet, pour le coup, de travailler également sur des faits réels et sur des faits historiques et d'aborder des problématiques dans des champs de la citoyenneté, dans des champs des sciences, dans des disciplines différentes. Et j'en ai terminé pour cette première et cette petite présentation. Et il me reste à vous remercier de votre attention et on peut répondre évidemment à toutes vos questions. Merci beaucoup, Serge. J'enchaîne donc pour vous présenter rapidement ce que c'est eTwinning. Donc, vous voyez à l'écran, eTwinning est une action européenne qui a été lancée en 2005 par la Commission européenne, donc en tant qu'action principale du programme e-learning. Et en 2014, le dispositif eTwinning a intégré pleinement le dispositif Erasmus+.
donc le dispositif Erasmus+, qui propose aux enseignants des pays participants la possibilité d'entrer en contact et de mener des échanges. Et eTwinning, donc, c'est le volet virtuel, si vous voulez, de Erasmus+. Donc, eTwinning, c'est un programme qui ne s'adresse pas uniquement aux enseignants de langue vivante, comme parfois beaucoup de gens le pensent. C'est vraiment pour tout le monde, donc des enseignants de la maternelle au lycée, et on peut faire un projet dans n'importe quelle discipline. D'ailleurs, le dispositif se prête particulièrement bien à tous les projets interdisciplinaires. Et c'est aussi, bien sûr, dans la langue du choix ou les langues de choix des partenaires. Donc, c'est libre. Vous pouvez mener un projet dans n'importe quelle discipline et dans n'importe quelle langue. Donc, vous voyez, eTwinning, c'est à ce jour plus de 900 enseignants inscrits en Europe, donc dans plus de 200 000 établissements, et avec plus de 120 000 projets à l'heure actuelle pour cette communauté de partage de pratiques. Donc, Anthony, on peut passer au suivant. Donc, eTwinning, c'est 43 pays. Jusqu'en janvier 2021, nous étions 44 pays, mais avec la retraite du Royaume-Uni de l'Europe, malheureusement, nous ne sommes plus que 43. Donc, vous voyez, ça concerne les pays Erasmus+, et des pays limitrophes de l'Europe, donc on nomme des pays eTwinning+. Il est possible donc d'inviter, des enseignants des pays hors eTwinning et hors eTwinning+ à rejoindre un projet. Donc ça, il y a aussi une liberté de ce côté-là. Donc, par exemple, pour inviter un enseignant britannique dans un projet, c'est possible. Les deux fondateurs européens peuvent ensuite l'inviter à rejoindre le projet à partir du moment où donc, les deux fondateurs sont parmi les pays eTwinning. Donc, vous voyez un petit peu le succès d'eTwinning avec le nombre d'inscrits et le nombre de projets en constante progression. Alors, bien sûr, l'année 2020 pour tout le monde a été une année difficile et avec les conditions et la crise sanitaire que nous traversons, le nombre d'inscrits et de projets a baissé. Mais jusque-là, nous étions sur une forte croissance de projets et de nombre d'inscrits. Donc, vous voyez les chiffres tout en haut, c'est 21 375, donc c'est le nombre d'établissements, le nombre d'enseignants, donc plus de 65 000 enseignants en France, et le nombre de projets, donc plus de 26 000 projets en France. Je voulais juste vous dire un mot, j'ai oublié lors d'une des slides précédentes de vous dire que donc eTwinning, c'est une plateforme européenne qui est gérée par un bureau d'assistance situé à Bruxelles. Et ensuite, des bureaux, dans chaque pays, il y a des bureaux d'assistance nationaux dont je fais partie. Donc, je fais partie avec Anthony du bureau français. Et nous, notre mission, c'est de fournir aux enseignants et aux établissements un accompagnement, des ressources et de la formation. Et donc, ce dispositif français est géré, donc fait partie du ministère de l'Éducation nationale et géré par le réseau Canopé. Donc, ensuite, vous voyez que, comme je vous disais précédemment, ce n'est pas un dispositif qui est réservé à un niveau en particulier. C'est très équilibré entre
le nombre d'enseignants et le nombre de projets, donc premier degré, collège, lycée, vous voyez que c'est équilibré, ça intéresse les enseignants dans tous ces établissements. Petite remarque, je me permets d'intervenir, Steven, désolé de t'interrompre. C'est les données qui datent de mai 2018, qui effectivement nécessiteraient peut-être d'être actualisées, mais en fait le ratio aujourd'hui, si on faisait l'extraction de nos bases de données, en l'occurrence pour la France, on retrouverait le même ratio, hein, grosso modo c'est 1/3 à chaque fois par niveau, et aussi bien pour les projets que pour les niveaux dans lesquels les enseignants enseignent, quoi. Donc, on a grosso modo toujours aux alentours de 30-35% en moyenne par niveau, quoi, que ce soit le premier degré ou collège ou lycée. Voilà. Et on voit aussi de très beaux projets qui sont interniveaux, donc des projets entre des établissements de premier degré et des établissements de second degré. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment tout est possible dans votre projet. Alors, les bénéfices d'e-twinning, les bénéfices d'un projet e-twinning sont nombreux. Donc, vous voyez à l'image une infographie qui est assez riche et qui montre ce côté foisonnement des bénéfices qui peuvent être au niveau des établissements, au niveau des enseignants et au niveau des élèves, et bien sûr qui se croisent avec des bénéfices qui peuvent être communs à tous les acteurs de l'éducation. Sans rentrer dans le détail de cette infographie, on constate que les enseignants qui démarrent un projet e-twinning apprécient la possibilité de travailler autrement avec les élèves, donc de lancer des projets interdisciplinaires ou de bousculer un petit peu leurs habitudes d'enseignement. Ça permet de donner un nouvel élan à certains enseignants. Ça permet aussi de peut-être renforcer des liens au sein d'une équipe pédagogique en faisant intervenir différentes disciplines. Et on constate aussi que du côté des élèves, il y a une forte action sur la motivation des élèves qui finalement retrouvent du sens dans l'apprentissage. Ils ne sont plus en train de travailler sur une matière scolaire, mais ils sont vraiment impliqués dans un projet. Avec ce côté, bien sûr, ouverture sur l'Europe et ouverture sur l'international, donc de découvrir l'autre, de comparer leur ville, leur situation, leur scolarité, leur passion et leur passe-temps. Bien sûr, ça permet une communication plus authentique. Quand on communique dans une langue étrangère, c'est devenu un outil et pas juste un objet d'étude. Et on constate aussi que ça permet aux élèves de développer leur autonomie, leur créativité, et puis de développer des compétences dans des compétences numériques, mais aussi des compétences qui ne sont pas toujours reconnues par les matières scolaires. Alors, on peut peut-être passer au suivant. Je te laisse parler des espaces en ligne, Anthony. Oui, d'accord. Donc du coup, on va présenter les 3 espaces en ligne auxquels donc les enseignants vont rencontrer lors de leur inscription à eTwinning. Donc déjà, la porte d'entrée dans eTwinning, c'est le site national eTwinning.fr ou le site européen eTwinning.net, donc sur lequel les enseignants vont s'inscrire. Et sur ces sites également, que ce soit le site français ou européen, les enseignants, les futurs e-twinners
e-twiners vont pouvoir trouver des kits de projets pour trouver de l'inspiration, trouver des exemples aussi d'activités qui ont été menées dans ces classes. On trouve également des conseils sur les différentes étapes qu'il est conseillé de suivre pour mener son projet, pour élaborer son projet, parce qu'un projet n'arrive pas comme ça. Effectivement, ça nécessite une collaboration en amont du projet entre enseignants. Ça permet, donc toutes ces ressources-là sont disponibles sur les deux sites en question. Et une fois que l'enseignant s'est inscrit sur l'une de ces plateformes, il va donc le bureau d'assistance nationale va recevoir une demande de validation du compte pour l'enseignant. Donc on procède à une vérification pour voir que la personne qui s'est inscrite à eTwinning est bien inscrite et enseigne bien, ou en tout cas travaille bien dans l'établissement mentionné. Et donc une fois que cela est validé, l'enseignant va accéder à eTwinning Live, qui est le réseau social pour enseignants. Donc seulement les enseignants peuvent y avoir accès. Les élèves n'y auront jamais accès puisqu'ils ne sont pas enseignants. Et une fois que l'enseignant a accès à son profil eTwinning Live, la première chose qu'il va faire, c'est actualiser son profil, donc rajouter un descriptif de qui il est, qu'est-ce qu'il enseigne, ses idées de projet ou son idée de projet, et mettre sa photo de profil. C'est un peu comme finalement son profil Facebook. Voilà, la différence près qu'ici, c'est que pour les enseignants. Et une fois que l'enseignant effectivement sera inscrit et donc il aura actualisé son profil, une des choses que l'enseignant va faire, c'est aussi donc chercher un partenaire ou des partenaires. Et pour cela, donc la plateforme eTwinning Live dispose de ce qu'on appelle des forums partenaires. Et les forums partenaires, il y en a plusieurs en fonction de l'âge des élèves que l'enseignant a en charge. Donc il y a des forums pour les enseignants du primaire, mais aussi pour le collège et le lycée, et aussi des forums distincts pour ceux qui veulent en parallèle rechercher des partenaires pour un projet Erasmus+. Donc ce sont des forums qui sont très utilisés par les e-twinners, comme on les appelle. Donc, il est conseillé effectivement aux enseignants qui cherchent des partenaires, c'est de reposter leur message régulièrement sur le forum dédié pour que son message apparaisse régulièrement, du coup, en tout cas le plus souvent en tête de liste. Après, l'enseignant peut également rechercher dans l'onglet projet donc des exemples de projets. Bon, après, là, ça demande aussi un peu de temps pour que l'enseignant puisse repérer des projets selon des mots-clés qu'il aura définis. Donc, il met un mot-clé, donc on va lui donner une liste de projets qui est en cours ou clôturé, mais en tout cas avec la possibilité de rentrer en contact avec des enseignants qui ont déjà mené un projet sur telle ou telle thématique. Donc, c'est une façon aussi de rechercher des partenaires qui est peut-être pas aussi utilisée, mais en tout cas qui est possible. Il y a également, donc ça je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que mais c'est quelque chose qui est offert aux e-twinners, c'est de suivre des formations via eTwinning Live, donc des formations qui sont proposées régulièrement par le bureau européen. Ça peut être des formations qui sont courtes ou plus longues, qui durent quelques semaines et qui portent sur différentes thématiques, et notamment sur l'éducation aux médias, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, c'est la thématique européenne choisie donc par la Commission, et donc régulièrement il y a des événements sur cette thématique. Dans la continuité de la formation continue qui est proposée sur eTwinning Live, on a aussi les groupes eTwinning, et je vais vous en parler tout à l'heure, puisque juste à l'instant, maintenant, donc le Bureau européen a ouvert un groupe donc, de pratique. Donc les groupes qu'on retrouve à partir d'eTwinning Live sont dédiés aux enseignants, c'est-à-dire que ce n'est pas là que les enseignants vont inviter leurs élèves, ce sont des groupes de pratique, d'échange de pratiques, donc sur lesquels les enseignants vont échanger sur des pratiques pédagogiques, sur des thématiques. C'est un endroit très utilisé par les enseignants, il y en a beaucoup, mais c'est un endroit très très riche. Et donc là, sur eTwinning Live, en tapant donc dans la barre de recherche des groupes Media Literacy and Disinformation, vous pouvez trouver ce groupe et y accéder. Et donc, vous aurez accès à de nombreuses ressources, et notamment des informations sur les webinaires qui sont donc organisés par le Bureau européen, les formations continues dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, plein de groupes donc à retrouver sur eTwinning Live, donc à partir, donc je remets ici, à partir de l'onglet groupe. Ensuite, donc ça c'est la partie auquel les enseignants donc ont accès, donc à partir d'eTwinning Live, donc recherche de partenaires, la formation continue. Une fois que les enseignants ont trouvé des partenaires,
ou en tout cas au minimum un partenaire, puisque pour créer un projet, il faut au minimum 2 personnes. Donc une fois que le partenaire de projet a été trouvé, les enseignants donc, sont d'accord, vont pouvoir créer le projet à partir d'eTwinning Live, donc toujours à partir de ce réseau social. Et une fois que les enseignants auront du coup créé ce projet, les bureaux nationaux respectifs vont recevoir une notification avec un projet à valider. Donc, par exemple, si c'est un projet franco-espagnol, le bureau espagnol et le bureau français vont valider le projet, la demande de création. Et une fois que ce projet aura été validé par les 2 bureaux nationaux, ils vont accéder à ce qu'on appelle donc le Twin Space, qui est l'espace de travail sécurisé, c'est-à-dire que c'est sur cet espace que par la suite, une fois que le projet aura été donc validé, les enseignants vont pouvoir inviter les élèves. Et c'est uniquement dans le Twin Space du projet dans lequel ils ont été invités, que les élèves vont avoir accès. Donc, c'est-à-dire que les professeurs, une des premières choses que font les enseignants, c'est inviter leurs élèves dans le Twin Space, une fois qu'il a été ouvert. On peut très bien aussi inviter le chef d'établissement ou le directeur de l'école dans le cadre de l'enseignement primaire. On peut également inviter des personnes extérieures à l'école, ça peut être par exemple un élu local de la ville. Toute personne, les parents notamment, peuvent être invités en tant que visiteurs dans le Twin Space. Donc ça, c'est une des possibilités, une des premières choses qu'on fait, c'est inviter les membres. Et donc sur ce Twin Space, c'est à cet endroit-là donc, que les élèves vont collaborer, vont pouvoir se mettre en équipe transnationale. Donc ça, c'est à la charge, à la responsabilité de l'enseignant de mettre en place ces équipes transnationales. Après, soit c'est les enseignants qui créent ces équipes transnationales, ou après, il y a différentes activités qui sont aussi proposées. Des fois, on le voit sur certains projets, des activités où ce sont les élèves qui, par affinité, arrivent à créer des projets, à créer des projets, pas des projets, mais à créer des équipes. Donc là aussi, c'est l'endroit donc pour collaborer via les forums. Donc sur le Twin Space, il y a les forums donc, dédiés à ce projet, à ce Twin Space. Voilà, et c'est sur cet endroit aussi, sur le Twin Space, que professeurs comme élèves vont pouvoir déposer les documents qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Ça peut être des vidéos, ça peut être des documents Word, des fichiers Excel, ça peut être des PowerPoint, ça peut être du PDF. Donc c'est dans cette galerie, dans ce Twin Space, donc dans la galerie documents que vous voyez ici sur la diapositive, que les élèves, comme les professeurs, vont pouvoir déposer les différentes activités, les différents supports qui ont été réalisés. Et donc, vous voyez là sur cette diapositive un exemple de page du Twin Space avec, sur la partie gauche, donc du coup, toutes les pages. On peut créer autant de pages que l'on souhaite. On peut définir si ces pages sont visibles uniquement par les membres du Twin Space, qui veut dire donc les enseignants et les élèves, mais ça peut être aussi une page pour une certaine raison qui va être rendue publique, c'est-à-dire qu'il faudra avoir le lien de cette page. N'importe quelle personne, sans avoir été invitée, pourrait avoir accès à la page donnée, rendue publique par l'enseignant. On dit que c'est un espace sécurisé, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la sécurité en ligne, de tout ce qui est le cadre de la RGPD, du RGPD, on a effectivement, il est fortement conseillé, il est même encouragé, très fortement encouragé de demander aux parents, donc de leur faire signer une demande d'autorisation de captation de l'image et de la voix. Donc ça, c'est quelque chose qui est... donc on a un modèle sur notre site internet etwinning.fr, un modèle qui est à la disposition du coup des e-twinners, qu'ils puissent du coup adapter à leur projet en mentionnant la durée du projet, ce que ça implique en termes d'utilisation de vidéos et d'images de leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est sécurisé et on ne peut pas y avoir accès sans y avoir été invité au Twin Space. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez des questions, même si c'est rapidement présenté, mais en tout cas, c'était pour vous montrer ici effectivement un petit peu le parcours de l'e-twinner une fois qu'il est inscrit jusqu'à ce qu'il arrive en projet. Voilà, donc où on a le Twin Space qui est le cœur, on va dire, d'e-twinning, où c'est là où vont se dérouler tous les projets. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Steven ou Elisabeth, peut-être vous avez des questions à faire remonter du chat? Alors j'ai répondu à une question dans le chat, donc y a-t-il des dates limites dans l'année pour proposer un projet? Donc non, vous êtes totalement libre de ce côté-là. Hein. Et donc une question de Véronique, est-ce qu'il faut l'autorisation du chef d'établissement pour s'inscrire sur eTwinning?
Alors, sur cette question-là, sur l'inscription, il est fortement, enfin, il est encouragé, j'ai envie de dire, c'est une question aussi un souci de transparence, mais d'informer son chef d'établissement, effectivement, qu'on s'inscrit sur eTwinning, puisque ça engage quelque part l'établissement, mais de toute façon, l'enseignant est automatique, enfin le chef d'établissement, pardon, est automatiquement prévenu par mail, c'est-à-dire que notre collègue du coup au bureau national, Magali Houlier, qui est en charge de la validation des inscrits, envoie un mail à l'enseignant ou à l'enseignante qui a son compte de validé, et en parallèle, du coup Magali envoie un mail au chef d'établissement pour l'informer que voilà, un enseignant de son établissement s'est inscrit sur eTwinning. Voilà, en lui expliquant aussi ce que c'est qu'eTwinning, parce que même si aujourd'hui eTwinning est de plus en plus connu dans le paysage éducatif, certains ont une vague idée peut-être de ce que c'est qu'eTwinning, donc tout ça est expliqué dans le mail envoyé au chef d'établissement. Donc, une question de Nadine donc, sur le document pour l'autorisation des parents, donc, pour savoir où le trouver. Ouais, on va peut-être mettre le lien dans le chat. Voilà. Et donc, une question de Valérie, faut-il un partenariat avec les enseignants de langue de l'équipe dans le secondaire? C'est laissé à la libre appréciation des enseignants, du projet. En fait, quand on dit être membre d'un projet, ça ne veut pas dire forcément que, par exemple, si vous avez besoin de l'aide d'un enseignant de langue dans votre projet, l'enseignant de langue n'est pas obligé d'être membre, on va dire, sur toute la durée du projet. Ça peut être un accompagnement que vous décidez ensemble, c'est-à-dire que si vous avez besoin ponctuellement de l'enseignant de langue dans ce projet à différents moments, ou ça peut être aussi si vous souhaitez que l'enseignant de langue en question souhaite faire partie du projet pour une activité, il peut aussi faire partie d'une activité dans le projet. Donc après, quand tout à l'heure Steven répondait à une question sur le fait est-ce qu'un projet a une limite maximale ou minimale, en fait, eTwinning vous laisse un degré de flexibilité dans le montage de ce projet, c'est-à-dire que tout ce qui est de la durée, le contenu pédagogique, ça c'est laissé à la libre appréciation des enseignants qui en amont vont discuter via la messagerie d'eTwinning Live ou alors par email. Après ça c'est laissé à la libre appréciation des enseignants, mais l'idée c'est que les enseignants du projet décident qui va faire partie du projet, à quel moment, de quelle manière, en utilisant quels outils. Donc c'est vrai qu'en amont, surtout quand on débute sur la plateforme, il peut y avoir un travail, on va pas se mentir. C'est vrai que ça demande un investissement au départ, forcément quand on découvre quelque chose. Mais en tout cas, vous avez une flexibilité là-dessus, et tout ça, c'est basé sur la discussion, sur les échanges, sur la communication qui est essentielle dans un projet, quel qu'il soit. Donc Steven a mis le lien du formulaire, de la demande d'autorisation de captation de droit à l'image, et vous avez également sur le site de Eduscol, oui. Voilà, vous avez des exemples de demandes d'autorisation que vous pouvez adapter. Après, c'est quelque chose qui doit retranscrire tout ce que vous faites dans le projet en termes d'utilisation du numérique et voilà. Alors, on peut peut-être passer à la présentation d'un projet. D'un projet. Donc du coup, vous allez pouvoir effectivement avoir un exemple concret d'un projet qui a été mené par Blandine Bourreau, qui est donc professeure documentaliste à mi-temps, mais qui aussi est notre correspondante académique sur l'Académie de Versailles. Donc je vais la laisser se présenter, et puis elle va vous présenter son projet du coup qu'elle a mené avec ses élèves. Bonjour à tous, oui, donc je suis professeure documentaliste en collège. Et j'ai découvert eTwinning pratiquement à sa création en 2006. Et en fait, j'ai toujours été intéressée par l'ouverture européenne. Et donc, je me suis rapidement intéressée à eTwinning. Et je me suis lancée d'abord dans des petits projets. Sachant qu'on n'a pas d'élèves, c'est pas toujours simple. Mais j'ai travaillé beaucoup sur des petits projets en club. Et puis, au fil du temps, ça s'est connu au sein de l'établissement. Et pour ce projet, en l'occurrence Fake Busters, j'ai travaillé en interdisciplinarité avec le professeur d'histoire-géographie, puisque je voulais parler justement de la désinformation et des fake news, donc avec des élèves de 4e. Donc, quand on a décidé de faire un projet eTwinning, en fait, j'ai choisi la formule. Bon, j'avais déjà pas mal de partenaires, j'avais déjà un petit réseau, on va dire, mais j'ai regardé un peu ce qui se passait comme projet donc sur la plateforme, et j'ai vu ce projet Fake News Busters, et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque nous, on se posait déjà beaucoup la question comment
donner du sens critique à nos élèves. On voyait bien qu'il y avait un souci d'évaluation de l'information, de vérification des sources, tout ça, on en était très conscients. Et donc, on voulait vraiment travailler avec eux sur ce projet. Et donc, j'ai pu retrouver ce projet Fake News Busters en naviguant sur la plateforme. Et c'est un projet qui avait été monté donc 15 jours avant que je recherche ce projet. C'était en début d'année, avec une Italienne et une Espagnole. Et donc, on les a rejointes et on a discuté ensemble de qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait donner comme objectif à ce projet. Déjà, on avait décidé de la langue de communication. On avait décidé de travailler en anglais. Tout à l'heure, là, on parlait des langues. Il faut savoir qu'on peut tout à fait faire des projets en français aussi. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle e-twinning, ça c'est une langue étrangère. Il m'est arrivé de travailler avec des Italiens en français. Ils apprenaient le français et du coup, on a accepté, j'étais avec des 6e, on a accepté de faire le projet en français. Donc là, notre langue de communication, c'était l'anglais. Et donc, en discutant, donc, dans un premier temps en visioconférence, toutes les trois, donc les 2 autres professeurs, c'était des professeurs d'anglais, donc ils donnaient les objectifs de ce projet, donc ça rejoignait tout à fait ce qu'on souhaitait faire à nos élèves, donc développer le sens critique, et puis comment décoder le vrai du faux quand ils sont sur leurs réseaux sociaux, puisque c'est ça aussi qui nous intéressait, hein, c'est vraiment de leur donner un nouveau comportement par rapport à leurs réseaux sociaux quand ils manipulent toutes les informations, qu'ils les partagent sans réfléchir, etc. Donc, il y avait ça et il y avait aussi le problème des fake news. Leur donner donc des outils pour repérer ces sources et puis leur faire prendre conscience des actes, effectivement, quand ils partagent un peu vite, est-ce qu'ils ont vérifié avant si l'information était réelle, est-ce qu'elle n'avait pas été trafiquée, etc. Et puis surtout aussi une bonne façon, des projets e-twinning, de leur donner confiance en eux, à la fois pour s'informer sur Internet, mais aussi à la fois dans leur travail quotidien, puisqu'on les met beaucoup en autonomie, ils vont travailler ensemble, donc on leur donne une certaine liberté encadrée qui leur donne donc confiance en eux pour travailler. On avait décidé donc de faire ce projet sur une année scolaire, puisque c'était quand même un projet quand même assez ambitieux. Donc, on ne voulait pas surfer dessus, on voulait prendre notre temps. Mais concernant d'autres projets, effectivement, on peut faire tout à fait un projet sur quelques semaines autour d'un événement comme Noël ou la journée des femmes, etc. Donc, nous, on a préféré prendre notre temps et donc le dérouler comme suit. Déjà, se présenter, les élèves ne se connaissaient pas. Donc, une fois que la plateforme TwinSpace, donc l'espace collaboratif de travail, nous a été attribué, donc on avait un seul espace pour tous les 3 partenaires, on a décidé donc de ce que chaque établissement se présente. Donc, c'était une des premières activités à demander aux élèves. Il y en a qui ont fait des vidéos, d'autres qui sont présentés par écrit. Ensuite, alors là, localement, moi notamment avec la professeure d'histoire géo, j'ai fait 2-3 cours sur la fake news, donc en commun, en interdisciplinarité donc en histoire géo sur l'éducation civique. C'est comme ça que je l'ai fait localement. Je ne sais pas trop comment on fait les Italiens. Je sais pas je crois qu'ils ont aussi travaillé avec les professeurs d'éducation civique. Comment rechercher sur Internet? Et donc, comment aussi vérifier ces fausses informations ou ces vraies informations sur les réseaux sociaux? Quelles sont les astuces? Et enfin, on voulait donner une production finale à ce projet. C'est toujours intéressant qu'il y ait quand même quelque chose qui reste à la fin d'un projet. Et donc là, on avait décidé de les faire rédiger collaborativement, les faire réfléchir à des règles de discernement, faire une petite charte sur les fake news. Donc, les activités collaboratives, donc comme je vous ai dit, donc on a fait des activités en local, on a fait les premières présentations et ensuite, après on a voulu avoir un petit peu comment à eux, les élèves, comment ils utilisaient Internet, pourquoi, combien de temps par jour, etc. Ensuite,
souvent, les projets e-twinning, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'aime bien qu'il y ait un côté un peu ludique, tout en étant pédagogique. Ça donne un petit peu de, surtout quand c'est sur une année entière, ça donne un peu de souffle, ça aère un peu le projet. Et donc, on leur avait fait réaliser des nuages de mots à partir des mots-clés sur les fake news. Je vais vous montrer. On a fait des visioconférences et on a surtout, après, dans un deuxième temps, constitué des équipes transnationales pour faire les activités que je vais vous présenter tout de suite. Et on a terminé donc on a rassemblé toutes ces activités dans un magazine numérique. Attendez, ça ne marche plus là. Pourquoi je ne peux plus passer? Ah oui, voilà. Donc là, après s'être présenté, donc là j'ai pris des captures d'écran du TwinSpace. Une des premières pages, c'était donc faire un petit sondage, quelles étaient leurs habitudes sur Internet. Donc là, on avait intégré un Padlet, mais parce que c'était il y a 3 ans. Et maintenant, en fait, il y a un Padlet intégré qu'on appelle le Twinboard, où donc on donne la main aux élèves, et donc ils peuvent, comme le Padlet, rédiger ce qu'on leur demande. Et donc là, en l'occurrence, c'était qu'est-ce qu'ils faisaient sur Internet. Voilà. Donc là, il y a tous les noms, les Français, les Italiens, les Espagnols, qui ont écrit en anglais sur l'usage d'Internet. Donc là, c'était très intéressant. Pour mes 4e en France, à Versailles, c'est pas évident d'écrire comme ça en anglais. Pour certains en tout cas, et surtout de savoir qu'ils allaient être lus par les autres. Et donc ça donne un point très important, puisque là, il n'y a aucun jugement du professeur, hein, c'était la lecture par les partenaires, par des élèves contemporains, de le même âge, etc. Donc, ils étaient souvent posés des questions, comment on dit ça, madame, etc. Alors, donc, on les a aidés. Je ne suis pas professeur de langue, donc je vous avouerai que s'il y avait des fautes, je n'insistais pas trop parce que je ne voulais pas couper leur enthousiasme. Bon, ça, après, c'est à voir chacun selon les professeurs. Si vous êtes un professeur de langue, ça peut être aussi une consigne d'un travail à la maison, en disant vous allez répondre à cette question en utilisant le présent prétérit ou je ne sais quoi. Enfin, bon, vous pouvez. Ce qui est important dans les projets, c'est qu'il faut qu'ils soient intégrés à votre pédagogie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites en plus. C'est vraiment l'intégrer dans votre pédagogie. Nous, c'était, en l'occurrence en France, là, c'était intégré dans la partie éducation média en 4e au programme d'histoire-géographie. Donc, voilà les nuages de mots qu'ils ont fait à partir donc, des mots-clés. Donc, ça, vous pouvez imaginer que ça leur a beaucoup plu. Ça les a beaucoup amusés. Mais en même temps, il fallait qu'ils cherchent des mots-clés pertinents par rapport aux fake news, et puis il fallait qu'ils puissent les dire en anglais. Donc là aussi, ça a été une façon de développer, de progresser en anglais sans s'en rendre compte finalement. Et donc, c'est toujours très bénéfique pour les élèves. Des visioconférences. Alors, nous avons fait plusieurs visioconférences entre partenaires, hein, en début d'année, en cours d'année, puis même à la fin pour faire le bilan. Surtout en début, hein, parce que très important au début, comme le disait Anthony, de tout préparer en amont, faire un calendrier, parce que quand on part comme ça sur une année, il faut qu'il y ait vraiment des deadlines pour chaque activité, et puis aussi se concerter sur les vacances, les jours fériés, etc. Donc tout ça, c'est à penser en amont. Bon, après, c'est une habitude, hein, au début, on ne pense pas à tout, puis après, c'est une habitude, mais c'est important parce que du coup, les partenaires se sentent engagés en disant il faut que telle activité soit faite pour le 1er décembre, etc. Et puis, il y a également des visioconférences avec les élèves. Malheureusement, nous, la France, on n'a pas réussi on a des contraintes d'horaire, parce que ça, le souci, c'est de trouver un horaire commun. Et on n'a pas pu le faire, mais les Italiens et les Espagnols ont pu le faire, et c'est vrai que c'est toujours. Alors là, c'est quelque chose qui marche très fort aussi. Et là, je peux vous dire que j'en ai fait une récemment avec des Roumains, des Espagnols pour un projet Erasmus, et je peux vous dire que mes élèves, encore des 4e, ils étaient tétanisés de parler en anglais, même devant un écran. Ils n'étaient pas très à l'aise et se sont aperçus que les élèves espagnols se débrouillaient mieux en anglais qu'eux. Donc là aussi, ça donne un petit peu, ça montre un petit peu qu'il faut qu'on fasse des progrès dans les langues, et eux aussi montrer que c'est important d'apprendre des langues étrangères pour communiquer.
Donc voilà, donc on parlait d'équipe transnationale, ça c'est très très important, hein. Il ne faut pas prendre la plateforme collaborative de travail comme un espace où on dépose des documents chacun dans son coin. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. Et donc la meilleure façon de travailler ensemble, c'est de créer des équipes internationales, transnationales. Donc là, on avait créé 8-10 équipes et à chaque fois, comme ça parlait des fake news, on leur a donné des noms un petit peu sympathiques, gossipers, speakers, chatters, hackers, etc. Et donc, moi, pendant la... Donc là, je n'ai pas imposé aux élèves, c'est eux qui ont choisi d'être avec leurs camarades dans les équipes. Je crois que j'avais un peu plus d'élèves que les Espagnols étaient moins nombreux, donc il y avait un peu plus de Français, mais bon, avec des Italiens. Enfin, ça s'est bien mélangé, ça a bien fonctionné. Et donc, à partir de ce moment-là, les groupes travaillaient ensemble. Et donc, la première activité qu'on leur a demandé de faire donc, par groupe, donc là, je vous parle des activités twinning. En amont de cette activité, la Fake Profiles, donc moi j'avais donné des cours, j'avais fait un cours notamment sur les réseaux sociaux, les fake news sur les réseaux sociaux, comment voir si une image est vraie, s'il n'y a pas eu du photomontage, vérifier les sources, etc. Donc on avait fait tout un cours là-dessus. Et donc, on est arrivé à cette activité où on a demandé à chaque groupe, à partir de cet outil numérique qui s'appelle classtool.net, de créer des faux profils sur un logiciel qui s'appelle Fakebook. On a peut-être entendu parler pour certains. Et là, c'était vraiment pour leur faire prendre conscience qu'on peut tout à fait créer un faux profil sur un réseau social. Et ça, c'était extrêmement important. Qu'ils en prennent conscience, parce que je pense qu'ils n'en avaient pas tous conscience. Donc là, à la fois, ils en ont pris conscience et à la fois, ils se sont bien amusés puisqu'ils ont créé donc, Walt Disney, Johnny Depp, et donc ils se racontaient des fausses informations, ils s'invitaient les uns les autres, voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, là, c'était un côté ludique, mais en même temps, pour une prise de conscience très importante sur les sources, sur ces fameux réseaux sociaux. Qu'on avait créé ces réseaux sociaux, ces faux profils, on leur a demandé également alors après cette activité, on a travaillé donc sur tout ce qui était fausses et vraies informations. Donc on leur a demandé un peu de chercher sur Internet des fausses informations et de vérifier si elles étaient vraiment fausses ou si elles étaient justes. Donc là, il y a eu tout un échange. Et après, on leur a demandé donc de créer eux-mêmes, toujours sur ce même outil numérique, classtool.net, de créer sa fausse information. Et ça, c'est aussi quelque chose qui leur a beaucoup plu. Alors, c'est vrai qu'en quatrième, on a pris ce côté ludique pour faire prendre confiance de tous ces outils qui peuvent être manipulés, malheureusement, trop facilement par les gens, par les personnes. Et donc, ils ont créé leur fausse information, toujours au sein d'un même groupe, et ils discutaient entre eux. Donc voilà, donc là, après avoir créé cette fausse information, on a encore enchaîné là-dessus sur comment repérer les fausses informations. Hein, donc, même si on avait fait un cours, après, on leur a demandé encore de faire un petit brainstorming et de mettre sur un Padlet. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le Padlet, c'est le fameux Twinboard. C'est à peu près la même chose, où ils devaient donc chercher les sources, vérifier l'URL du website. Hein. J'ai fait des captures d'écran, il y en a bien d'autres, hein, mais voir un petit peu tout ce qu'ils pouvaient dire. Donc, ils ont échangé beaucoup là-dessus. Et chacun donc se lisait les publications des uns et des autres. Sur l'espace collaboratif, le TwinSpace, il y a aussi, ce que je disais tout à l'heure, un forum. En fait, il y a des fils de discussion. Donc, après avoir ajouté tous ces éléments-là, What Can I Do, on leur a demandé de discuter entre eux après sur le fil de discussion. Et ça aussi, donc c'est en asynchrone. Donc ça, c'est assez pratique quand on n'a pas toujours les connexions pour les visioconférences. D'ailleurs, on peut aussi faire du chat. Il n'y a pas que la visioconférence, on peut également faire du chat. Mais bon, quand ça ne marche pas toujours, l'asynchrone est bien pratique. Et donc, on avait créé des fils de discussion pour ce travail.
Et puis donc ensuite, à partir des fils de discussion, dans certains groupes, on leur a demandé donc d'éditer des règles de discernement pour décoder ces fameuses fake news. Et après avoir discuté, on leur avait dit, avec tout ce que vous avez, toute votre discussion, vous allez nous créer une petite affiche. Donc on leur a proposé Canva. Donc en fait, dans chaque page du TwinSpace, en général, une page correspond à une activité. Et donc, dans l'activité, dans la page, on donnait l'objectif de l'activité en leur disant, vous allez donc, pourquoi on vous demande de travailler sur l'édition des règles, par exemple, pourquoi on vous demande de faire un faux profil. Donc, nous, on mettait objectif, discernement, etc. Et on leur donnait aussi la deadline du travail, on leur donnait l'outil numérique, avec un tutoriel, parce que pour la majorité d'entre eux, en tout cas en collège, ils ne connaissaient pas, à l'époque, c'était encore assez nouveau, et donc ils ne connaissaient pas forcément le Canva. Et donc, par groupe, ils ont travaillé sur ces posters. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été assez intéressant, parce qu'ils travaillaient ensemble, et donc il fallait qu'il y ait une finalisation de cette activité. Il fallait quand même qu'ils arrivent ensemble à 10 ou 12 à travailler et à réaliser quelque chose. Donc, il fallait qu'ils se mettent d'accord, tout ça. Donc, ça prend du temps, tout ça. Hein. C'est pour ça qu'on a fait ça sur l'année. Mais ça a très bien fonctionné. Et là, ce que je n'ai pas noté, parce que je crois qu'on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on fait souvent d'ailleurs, c'est qu'une fois que tous ces posters ont été édités, toujours pour un peu stimuler l'enthousiasme et motiver les élèves, c'est qu'on peut lancer une petite compétition, voter pour la plus belle, le plus beau poster, etc. Donc ça aussi, ça donne un petit peu de punch à l'activité. Et après, ceux qui ont gagné sont très fiers. Donc c'est ce qu'on a fait pour la couverture du magazine, mais on peut le faire aussi là pour ce genre d'activité. Donc toutes ces activités-là que je vous ai énumérées, à la fin, on les a rassemblées dans un magazine numérique. Et donc là, et par contre, pour la couverture du magazine, on a demandé aux volontaires, là, c'était pas, moi, j'ai pas obligé les élèves, hein, ceux qui veulent, de nous proposer une couverture. Donc là, il y en a pas mal qui se sont amusés à proposer des couvertures. Et donc là, il y a eu ce fameux sondage, pour voter pour la plus belle couverture. Et c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est celle du dessous qui a été votée. Donc là, on avait utilisé, ça c'est la collègue espagnole qui avait utilisé un outil numérique qui s'appelle, pour faire le magazine numérique, s'appelle Joumag. Mais nous, en France, on utilise bien sûr très souvent Mad Max. Alors, le plus souvent, c'est vraiment très facile. Et là, le Mad Max, pour une écriture collaborative, là, on a empilé toutes les activités qu'on avait faites. Mais pour d'autres projets, on peut faire des écritures collaboratives d'articles, notamment justement en éducation et médias. Et l'avantage, c'est qu'on peut donner la main aux élèves pour rédiger leur article sur une des maquettes qu'ils ont choisies. Là, je l'ai fait récemment avec des 5e notamment, où ils peuvent tous choisir une maquette et après, l'administrateur reçoit toutes les pages et fait son magazine numérique. Donc, c'est un Mad Max, moi je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître. Et à la fin, ce qui est très important dans un projet comme celui-ci, hein, qui s'est déroulé sur toute l'année, on a voulu voir un petit peu, faire une petite évaluation. Alors, ce n'est pas une évaluation comme on l'entend avec des notes, savoir s'ils ont bien compris, s'ils ont bien enregistré, etc. Bon, ça, on peut le faire, hein, bien sûr. Mais là, on a voulu faire une évaluation sur les compétences, s'ils ont apprécié ce projet. Donc, en fait, c'était leur auto-évaluation. Donc là, on a utilisé Google Forms, ce qui n'est pas forcément RGPD. Maintenant, je pense qu'on ne l'utiliserait plus, mais là, on l'avait utilisé. Donc, on avait posé une dizaine de questions pour savoir un petit peu comment ils avaient ressenti le projet. Et donc, on a eu, avez-vous progressé en anglais? Est-ce que vous avez découvert des unités numériques? Est-ce que, donc là, est-ce que vous avez développé votre créativité? Parce que là, finalement, on a quand même fait pas mal appel à leur créativité et imagination quand il fallait donc créer ces faux profils et ces fausses informations. Donc, dans l'ensemble, les élèves étaient plutôt très satisfaits.
Et en général, quand on fait un projet comme ça, ce projet a eu une reconnaissance de la part des bureaux nationaux. Il a été évalué comme un bon projet. Donc, on a reçu le label qualité. Chaque pays a reçu le label qualité nationale. Et quand les pays d'un même projet reçoivent le label qualité nationale, en fait, après, il a un label qualité européen. Et donc, c'est toujours satisfaisant à la fois pour les professeurs quand même qui ont donné pas mal de leur temps, de leur énergie, et puis aussi pour les élèves puisqu'on leur dit qu'on a eu ce label. Et je dis toujours aux élèves qu'il faut qu'ils sachent que quand un projet Twinning a été labellisé, il faut eux aussi qu'ils puissent le mettre en valeur d'une certaine manière après dans leur futur cursus, quand ils rentrent au lycée, s'ils ont un dossier à monter, dire qu'ils ont travaillé sur e-twinning. Donc, ça veut dire qu'ils ont appris à travailler en groupe, à distance, c'est toujours facile, qu'ils ont progressé dans la langue de communication, si c'est une langue hors français, qu'ils ont développé leur créativité, qu'ils ont appris des outils numériques. Enfin, ils ont appris plein de choses finalement, sans vraiment s'en rendre compte, puisque là, ils ont appris complètement autrement. Mais finalement, ils étaient totalement acteurs de leur apprentissage, et ça, c'est ça que je trouve extraordinaire dans e-twinning, c'est qu'ils apprennent sans cesse, facilement finalement, et il y a toujours une émulation entre les classes qui est assez enthousiasmante. Et donc, quand on fait part après de ces projets, localement, si on peut, c'est toujours bien de parler de ces projets au niveau de notre ville, si on peut le faire, parce que c'est montrer quand même qu'il y a on se tourne vers l'Europe. Et puis, voilà, des informations sur le site de l'établissement, peut-être parfois sur le site académique. Et voilà, donc c'est très important de faire toutes ces évaluations à la fois, et puis aussi pour nous, les professeurs, parce que ça nous permet après de progresser. Si on voit que ça a un peu coincé dans certaines activités, on essaie de s'améliorer la fois prochaine. Donc, c'est toujours très important de faire ces évaluations. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci Blandine. Alors, je vais enlever le partage. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui étaient dans le chat. Alors après, n'hésitez pas s'il y a des questions. C'est vrai qu'on est un peu juste au niveau du timing par rapport à ce qui était prévu. Mais en tout cas, merci beaucoup Blandine. J'espère que j'ai été suffisamment claire, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Ce projet Fake News Buster est public. Donc, comme il a été labellisé, on l'a rendu public. Donc, vous pouvez. J'ai mis le lien. D'accord, voilà. J'ai mis le lien de la scénarisation donc, de ton projet sur le site e-twinning.fr. Je l'ai mis dans le chat. Si vous n'avez pas vu, remontez dans le chat et vous trouverez le lien du projet de Blandine du coup avec. Alors, est-ce que je vais montrer mon visage Voilà. C'est moi. Excusez-moi, je n'avais pas vu la vidéo. Excusez-moi. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Blandine, et sur les différentes questions qu'il y a eu dans le chat très rapidement. Parce que je sais que Steven m'a rappelé du timing, mais c'est dur de présenter un petit peu la richesse d'e-twinning, de tout ce qu'on peut faire avec e-twinning dans le temps qui nous est imparti. Mais sur le TwinSpace, il y a des outils effectivement qui sont intégrés à la plateforme, comme l'outil de sondage. Il y a un outil de sondage qui est intégré au TwinSpace directement. De même qu'il y a ce qu'on appelle le TwinBoard, qui est l'équivalent d'un mur collaboratif comme Padlet. Donc, il y a l'équivalent qui est proposé gratuitement, là encore, sur le TwinSpace directement. Mais le TwinSpace permet aussi l'intégration d'outils externes. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des outils pour faire des nuages de mots, par exemple, etc. Donc, tout ça, c'est possible. Et vous trouvez sur notre site Internet des exemples d'outils numériques qu'on peut utiliser dans des projets, aussi bien pour faire des e-magazines, dont parlait tout à l'heure Blandine, Mad Max, par exemple, mais aussi d'autres alternatives à ça. Et je voudrais juste terminer là-dessus rapidement, et après, je laisse la place à Nathalie, du coup, Nathalie Terra de la direction du numérique éducatif, qui va vous présenter d'autres pistes de travail. Justement, tu parlais tout à l'heure, Blandine, de l'erreur, les élèves qui n'osaient pas communiquer en anglais, etc. C'est vrai que e-twinning est un excellent outil, justement, aussi pour dédramatiser l'erreur, c'est-à-dire qu'on s'autorise là, effectivement, dans ton projet, mais comme dans d'autres projets, Blandine, c'est aussi l'occasion c'est quoi notre objectif là, genre,
là, dans votre projet, c'était vraiment la sensibilisation à tout ce qui est les fake news, la production de fausses informations, la désinformation, comme on appelle. Mais c'est vrai que un projet e-twinning, ça permet aussi à des élèves d'avoir différentes tâches. C'est-à-dire qu'on peut donner différentes tâches à des groupes d'élèves selon leurs compétences dans différentes... dans différentes, voilà, que ce soit numérique, des compétences numériques ou des compétences plus dans le graphisme, dans le dessin ou dans le côté vidéo, s'ils tournent des vidéos. Donc, c'est l'occasion de valoriser tous les élèves, quel que soit leur niveau de compétence dans différents domaines. Voilà. Je ne vais pas continuer, du coup, même si j'aimerais bien continuer encore, mais on va laisser la main à Nathalie Terrat, du coup, du numérique éducatif. Merci pour la parole. Bon, je vais être très rapide. Ce sont juste quelques autres pistes d'activité, mais de manière pas du tout exhaustive et sans aller non plus dans le détail. Donc, dans le cadre des projets EMI avec eTwinning, on peut avoir, avec ses partenaires, on peut analyser des médias, on peut produire des médias, on peut combiner les deux. On peut être sur plusieurs axes qui vont se recouper selon nos objectifs. Alors, par exemple, est-ce qu'on veut apprendre à nos élèves à se documenter? Donc là, je ne vais pas, en dire plus puisqu'on vient d'avoir une démonstration très, très complète du projet de Blandine avec beaucoup de pistes et d'activités. Est-ce qu'on veut travailler sur, l'objet média, questionner les supports médiatiques? Alors, des pistes possibles, ça peut être par exemple de mettre en commun, des articles de journaux, alors peut-être papier qu'on aura scanné ou de journaux en ligne de différents pays et voir comment ils sont structurés. Alors, selon le niveau des élèves, ça peut être repérer les informations essentielles, hein, sujet, acteur, lieu, temps, et cetera. Une autre piste, c'est de mettre en commun les unes de journaux, les analyser, voir comment elles sont composées, comment sont organisés les éléments, les titres, images, articles. On peut aussi regarder l'organisation d'un journal entier, les grandes rubriques, où sont les pages sport, météo, jeux, et cetera, mettre cela en commun. On peut comparer des lignes éditoriales de journaux. On peut aussi, voilà, échanger par exemple les magazines pour les jeunes. Un collège, en France avait fait ça avec, 2 autres pays d'Europe, comparer les magazines, quel thème, quel visuel, quel traitement. On pourrait aussi comparer comment une même information est traitée dans quelques médias, dans les pays participants, peut-être même partager des revues de presse. Pour les journaux télévisés qu'on trouve sur internet, on peut aussi voir comment ils sont structurés selon la chaîne, l'horaire, selon qu'on est sur un JT national, local. On va pouvoir regarder les choix des sujets, la hiérarchisation, le rôle du ou des présentateurs et on va pouvoir trouver, des similitudes, des différences entre ces JT des différents, pays participants. On peut faire la même chose bien sûr avec, les journaux radiophoniques par exemple et de façon, plus large, si on peut le faire, c'est, comparer peut-être la presse, comment elle est organisée, dans mon pays, dans les pays partenaires. Est-ce que j'ai des grands titres nationaux, régionaux, des groupes de presse? Pareil pour la radio, la télévision, est-ce qu'on a des chaînes publiques, privées? Voilà, on peut aussi, travailler sur, cette organisation des médias. Ou sur, travailler une autre piste, travailler sur, l'info, d'où vient l'info, qui fait l'info, donc aussi sur le journalisme, les métiers du journalisme, la formation des journalistes dans les différents pays, la liberté de la presse et donc tous ensemble faire, travailler les élèves sur le rôle des médias, dans nos pays. Alors je vais montrer à titre d'illustration, un projet, mais, vraiment juste quelques saisies d'écran. Donc, c'est un projet qui a été fait avec 3 pays, un lycée en Bretagne et puis, un lycée en Allemagne, un lycée en Italie. L'objectif, c'était de commenter l'actualité en Europe, de présenter les journaux de chaque pays, de faire des enquêtes sur la façon dont les jeunes s'informent et aussi de travailler sur les métiers du journalisme. Donc on voit dans la colonne de gauche, les thèmes, bon, enfin, on peut pas lire, c'est trop petit, mais, je vais pas tous les citer, mais donc ils ont travaillé sur leurs journaux nationaux, les articles à la une en France, Italie, Allemagne, sur la place de la presse dans leurs établissements, sur leurs propres journaux scolaires aussi et leur premier pas en tant que journaliste, mais aussi sur comment devenir journaliste, comment devenir reporter photographe. Ils ont eu aussi des entretiens avec, des journalistes
Ils ont aussi travaillé sur les médias sociaux comme nouvelle source d'information, sur les règles éthiques du journalisme. Et ils ont aussi accueilli, alors les Français ont accueilli un journaliste d'un journal local. Ils ont pu l'interviewer sur son métier, les métiers du journalisme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'interview a été préparée par les élèves des 3 pays. Et ensuite, voilà, l'interview est diffusée et tout le monde peut en voir les résultats. Les élèves allemands sont par exemple allés visiter les bureaux de télévision des bureaux de télévision en Allemagne et voilà, ont pu également participer. Voilà, donc dans ce genre de projet, on travaille ensemble sur les médias, mais on élargit puisqu'on s'intéresse aux médias dans nos pays voisins et donc tout le monde en bénéficie. Un autre axe, c'est d'amener les élèves à produire. Alors évidemment, ces axes se recoupent, hein, voilà. Mais un autre objectif, c'est d'amener les élèves à produire et à structurer de l'information et qu'ils le fassent avec des partenaires européens. Alors on peut, dans le cadre d'un projet, proposer des activités dans lesquelles les élèves, alors toujours selon le niveau, peuvent travailler sur les règles communes d'écriture journalistique, comment on structure un article, trouver un angle, les 5 W, légender une photo, les droits d'auteur, et cetera. Donc apprendre à rédiger des articles. On va être à la fois donc sur de l'EMI et sur des fondamentaux, et quant aux, thèmes, on peut, bien sûr partir de leurs propositions, des thèmes qui les touchent, des sujets qui se réfèrent à eux, leurs habitudes, leur mode de vie, les vêtements qu'ils portent, la musique qu'ils écoutent et ils appliqueront les méthodes donc journalistiques, les enquêtes, les interviews et rédigeront leurs articles de manière, structurée. Ou ils peuvent travailler sur d'autres thématiques plus larges, des sujets d'actualité ou les 2. Et donc, les élèves vont pouvoir, partager ces articles peut-être sur les espaces e-twinning, les espaces collaboratifs, mettre en commun leurs articles qu'ils ont écrits sur des thèmes communs ou pas. Mais on peut aller plus loin dans la collaboration, c'est-à-dire que les élèves peuvent, écrire ensemble. On peut, comme l'a montré Blandine, créer des équipes internationales d'élèves qui vont produire ensemble leurs articles et on peut avoir une ligne éditoriale commune, travailler ensemble sur une thématique et co-construire des contenus. Dans tous les cas, on aura, une ouverture et des plus-values pour les élèves, puisqu'ils apprennent, les uns des autres en croisant leurs regards. Alors, pour illustrer, un projet, par une enseignante dans l'académie de Versailles avec, un lycée, enfin c'était un lycée à Versailles, un lycée en Italie, Pologne, Espagne et Turquie. Voilà, ce sont juste quelques saisies d'écran de leur production. Donc ce sont des élèves de différents pays qui ont partagé leur perception de l'actualité internationale et qui se sont exprimés sur des sujets liés soit à leurs intérêts ou à des problèmes mondiaux et ils présentent l'actualité de leur point de vue. Donc ils ont écrit en équipe internationale, on voit les noms des élèves en bas à droite, on voit, leurs sources. Donc ils ont travaillé par exemple, ça c'est sur la musique, sur la mode, mais aussi sur les sciences. Là, c'était le virus Zika, sur le climat et donc ils ont travaillé, d'abord sur des textes informatifs. Oui, on voit, sur, l'ours, une note parce qu'ils ont aussi fait des podcasts. Ils ont aussi enregistré, des podcasts et donc ils ont travaillé ensemble sur des thèmes informatifs et sur ces émissions de radio pour choisir leurs thèmes, collecter l'information, écrire collaborativement et donc on développe encore d'autres compétences, écrire pour la radio, écouter la parole de l'autre, des compétences numériques aussi et cetera et le fait de travailler avec des partenaires est très motivant pour les élèves et très enrichissant. Déjà parce que ils vont être aussi lus et écoutés, à l'étranger et donc on voit donc avec ces exemples, ces pistes qu'on
avec eTwinning, on aura donc cette ouverture interculturelle, cette connaissance de l'autre. On va pouvoir développer leur sentiment d'appartenance européenne aussi, leur citoyenneté. Et quand nos élèves travaillent avec des élèves à l'étranger, il y a une motivation supplémentaire, ils collaborent, donc il y a aussi une forme d'engagement. Et dans les plus-values aussi par rapport au travail sur l'actualité, quand ils échangent sur les actualités dans différents pays, quand ils travaillent sur une même information, dont le traitement médiatique n'est pas le même, ou dont la perception n'est pas la même d'un pays à un autre, ils peuvent ensuite voir les choses à une autre échelle. Donc on apporte à nos élèves cette dimension européenne qui permet aussi de se décentrer. Donc voilà pour ces, quelques pistes, pas du tout exhaustives et j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci Nathalie. On va passer tout de suite la parole à l'intervenante suivante, donc à Divina Frau-Meigs. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, très bien. Merci. Ça va, hein. Écoutez, moi j'ai écouté avec ravissement ces présentations parce que bon, j'ai bien sûr un point faible pour la SPME. Je suis ravie de son succès, mais je suis surtout ravie de l'ouverture internationale qui se dessine ici entre le CLEMI et plus largement l'éducation nationale, hein, et l'Europe. J'ai toujours souhaité qu'on connaisse l'EMI au niveau national, européen et international, parce qu'il y a plusieurs écoles d'EMI. Les latino-américains ne font pas comme nous. Nous, en Europe, vous êtes peut-être intéressés de savoir que nous sommes très, très adossés sur les droits de l'homme, hein. Notre école d'EMI en Europe, elle est très basée sur les libertés fondamentales, la liberté d'expression. Aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt une école qui met l'accent sur la consommation, hein, être un bon consommateur averti. Dans le sud, en Amérique latine, c'est l'éducommunication, donc on est encore dans une autre approche beaucoup plus communautaire. Donc voilà. Et en fait, je suis ravie que eTwinning ait pris cette thématique cette année parce que j'espère qu'il y aura conscience que voilà, nous formons en fait une région culturelle en EMI. Et bien sûr, j'ai toujours suivi avec intérêt ce que faisait EMI, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai en partie accepté d'être ambassadrice EPAL, qui est le réseau sœur, hein, ou frère, que sais-je, de eTwinning pour la formation des adultes, hein. Et quelque part, il va falloir peut-être qu'on se pose aussi la question de la formation des adultes, mais ce qu'on voit déjà avec ce que vous nous avez montré sur la plateforme eTwinning, hein, c'est que c'est une auto-formation continue des adultes, hein, des enseignants, qui malheureusement ne sont pas toujours mis à jour, hein, en France. Hein. Je crois que le CLEMI forme environ entre 18 à 20 000 personnes par an. Bon, vous voyez sur le corps national français, ça laisse encore beaucoup de place, hein, de marge de progression, si je puis dire, hein. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce qui a été montré à la fois par Nathalie et par Blandine, c'est ce qui me semble essentiel dans ce qu'on essaye de faire dans les pédagogies actives, hein, les pédagogies de projet, hein, c'est cette idée de oser. Allons-y, qu'est-ce qu'on a à perdre, hein, donner envie aux jeunes, hein. Cette idée que, comme on est à la fois entre nous, hein, et entre plusieurs, hein, on peut faire des erreurs, ça va être corrigé par quelqu'un dans le groupe, hein, ça va se rectifier pratiquement tout seul, hein. Et donc, on n'est pas dans une approche, hein, qui peut être vécue comme une sanction, même par exemple dans le cas d'erreurs linguistiques, hein, que tout le monde se pardonne, hein. Donc c'est ce côté extrêmement chaleureux, enveloppant, hein, de ces groupes, moi qui me frappe toujours, hein, et qui me touche, hein, parce qu'il y a une grande générosité qui émerge de ce processus, hein, et qui fait que je pense on a envie de continuer, hein, on se sent soutenu. Et puis les résultats, hein, bien sûr, parce que les jeunes produisent. Et ça peut se montrer, hein, et donc leur plaisir à eux, hein, est quelque chose évidemment qui n'a pas de prix. Donc j'ai beaucoup apprécié tout cela, hein. Vous avez tout dit, hein, le partage des expériences, le transfert.
Peut-être que je voudrais faire une petite analyse rapide pour laisser la place à la discussion, hein, mais j'aimerais montrer à quel point ces stratégies, hein, et ce que vous avez appelé le réseau social e-twinning, hein, ça rentre vraiment dans les compétences du 21e siècle que l'on peut faire passer par les médias. C'est vraiment une préparation de plein pied, hein, à l'entrée dans les industries créatives, c'est-à-dire des industries qui ont des attentes différentes de compétences, hein. On parle de soft skills, hein, mais c'est pas que des compétences douces, hein. Il faut aussi savoir s'approprier certains outils technologiques, hein, et vous en avez montré un certain nombre, hein. Mais dans les compétences que moi je voudrais souligner, hein, encore plus que ça n'a été fait, hein, c'est le côté communauté d'apprentissage, hein, et communauté de partage, parce que le numérique valorise les gens qui savent se connecter et s'interconnecter, les interactions, hein. Ce sont des industries à effet de réseau, hein. Plus les gens s'inscrivent, plus il y a d'inscrits, hein, et on voit bien la progression, hein, e-twinning en France, hein, et moi j'en suis ravie parce que côté international, la France est toujours perçue comme étant un peu en retrait, hein, donc bravo à l'équipe e-twinning France, hein, d'avoir su impulser cela, hein. Et donc, ces formes donc de l'engagement, hein, qui arrivent dans le réseau. Donc, cet effet de réseau, hein, et en même temps, des valeurs européennes qui sont préservées, hein. On voit bien que c'est RGPD compatible, il n'y a pas de publicité, ce sont des espaces privés, on choisit de devenir public si on le souhaite, hein. Donc, on est vraiment dans une alternative agréable, hein, aux plateformes commerciales, hein, qui font tout l'inverse et dans lesquels nos jeunes baignent tout le temps. Donc, en soi, c'est déjà une énorme expérience, hein, de retrouver hors de ces espaces commerciaux de nature américaine qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs, hein. Donc, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est à quel point les compétences sont distribuées à la fois entre les jeunes et les enseignants, hein. Tout le monde ne sait pas les mêmes choses, mais comme chacun y va de sa petite compétence, tout le monde apprend les uns des autres et au bout du compte, au bout du processus, quand c'est fini, hein, tout le monde est un peu mis à niveau ou mis à jour, hein, parce que ça dépend des uns et des autres, hein. La compétence pour moi la plus importante, mais qu'on ne sait pas encore très bien travailler, hein, parce que tout le monde parle de l'esprit critique, etc., comme étant important. Bien sûr, je ne dirais pas le contraire, hein, mais je trouve que par rapport à ce qui nous attend, hein, ce qui attend nos jeunes dans le 21e siècle, la compétence la plus importante, c'est la participation, hein, mais pas la participation au degré zéro de la participation, hein, je me connecte et j'écoute, hein. Plutôt toutes sortes de participations, de collaborer, hein, déjà, donc de s'entendre, d'aller chercher des partenaires, hein, on a très bien vu ça, hein, mais aussi contribuer, hein, c'est-à-dire que chacun peut amener sa petite pièce, hein, et jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire de ce qu'on préconise en éducation et médias d'information, co-construire, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, hein, du processus, hein, en publiant, hein, aussi, en co-construisant et en publiant, hein, et c'est là où, pour moi, ce que vous faites d'un point de vue de design, hein, de la plateforme et de design pédagogique rencontre les valeurs de l'éducation aux médias, hein, qui sont à la fois des valeurs d'un design pédagogique, hein, de pratiques pédagogiques sur le mode projet, hein, et aussi évidemment de pratiques citoyennes, hein, et d'actions citoyennes avec la possibilité, donc par exemple, hein, de devenir des citoyens avertis, de devenir des fake news busters, hein, etc., hein. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir voir que c'est une façon, hein, de renouveler l'EMI, hein, de ne pas rester simplement, hein, sur la lecture de la presse et des médias, qui est importante, hein, mais donner encore plus la main aux jeunes, leur donner le sentiment qu'ils sont en maîtrise d'un monde assez anxiogène, hein, mais aussi aider les collègues en France, hein, à s'aérer dans leur tête, hein, à se décentrer. Et ça a fait beaucoup de bien, hein. Je crois que on est tous, surtout en période Covid, où on est centré sur nos propres visages, sur les écrans, hein. Ça fait du bien de se décentrer. Voilà, j'arrêterai là et puis je pense qu'on peut ouvrir la discussion entre nous tous.
Moi, j'ai peut-être une petite question qui touche sur l'échelle européenne. Vous avez parlé d'Ibina, des différentes cultures à travers les régions dans le monde, des approches différentes qui pouvaient exister en éducation aux médias. Alors, c'est vrai qu'au niveau du CLEMI, on a essayé d'inscrire notre action effectivement au-delà des frontières nationales parce qu'on voit bien d'abord que les problématiques sont communes d'un territoire et d'un continent à l'autre et qu'il ne peut pas y avoir, de notre point de vue, de réponse nationale à ces problématiques aujourd'hui. Mais au niveau européen, on a parfois des difficultés à voir l'action qui est menée, est-ce qu'elle est intégrée et quelle est finalement l'approche européenne, si une approche européenne existe, et quelles sont éventuellement les perspectives que l'on peut espérer. Je sais qu'il y avait une réunion pas plus tard qu'il y a 2 jours à laquelle vous participiez et ça peut être intéressant peut-être pour le réseau eTwinning Europe et eTwinning France d'avoir cet éclairage. Oui, merci Serge. Alors, c'est amusant que vous mentionniez ça parce qu'effectivement, nous étions Clémy et Savoir Devenir à cette réunion d'experts éducation aux médias européens. Et j'ai mis un blog, je vous ferai le lien sur mon blog, EPAL, j'ai tweeté là-dessus, où je faisais le résumé de cette réunion qui faisait le bilan de 5 années de projets européens de type Erasmus, mais financés par la DG Connect, et où je faisais aussi le compte des nouveaux programmes de l'Union européenne. Que vous dire dans les 3-4 dernières années, l'éducation aux médias, évidemment, a déplacé beaucoup de conversations qui avaient lieu avant sur le code, faut-il coder, pas coder. Là, on s'est rendu compte que c'était essentiel de savoir débusquer des fake news surtout, et que le code avait son rôle à jouer, puisque à cause du code et de l'algorithme et de la data, on peut effectivement amplifier ou pas les fake news, etc. Donc, l'Europe s'est beaucoup emparée de l'éducation aux médias, avec beaucoup de projets très intéressants, et j'adorerais que vous utilisiez les ressources et les toolkits et les guides qui ont été donc, moi, j'adorerais que vous osiez justement en allant piquer, parce que c'est ça la règle d'Internet aussi. On parlait de pourquoi ça ressemble au numérique, c'est que vous pouvez suivre une idée qu'une envie que d'autres ont proposée, et vous l'approprier, la localiser, parce que oui, on est vraiment partagé des enjeux de l'EMI en termes de citoyenneté et de liberté, y compris en ligne. Mais évidemment, on réagit tous de manière très différente localement. Et les Français, en fait, sont très riches parce qu'ils ont à la fois des opérateurs comme le Clémy, Canopé, la DML, le CSA, etc. Et puis aussi des associations avec des chapitres extrêmement importants, et une profession qui de plus en plus est capable de coordonner des actions de l'EMI que sont les profs doc, en lien avec les référents Clémy et les référents numériques. Donc, si on va regarder à l'étranger, on s'aperçoit que la France est très riche. Elle se valorise pas très bien. Et c'est vrai que j'aimerais bien, pour ma part, pouvoir faire valoriser le plus. Mais par rapport à d'autres pays comme la Roumanie, ou les pays post-communistes ou post-socialistes, nous sommes très riches et nous avons des choses à donner, des choses à partager avec les autres qui ont de réels besoins. Donc, je vous encourage à regarder ce que l'Europe a fait. Elle a créé un observatoire des médias numériques qui s'appelle EDMO, et qui va bientôt commencer à entrer en action. Et puis, il va y avoir de plus en plus de projets financés par le programme Creative Europe. Donc, on est bien dans les industries créatives. C'est pour ça que j'essaie de nous mettre dans cet environnement, pour qu'on sache qu'avec eTwinning, avec Erasmus, avec Horizon 2020, avec Digital Europe, en fait, on est en train de tous pousser ensemble vers un numérique choisi, pas un numérique subi, et qui est un numérique créatif avec lequel on construit des compétences. Et ce que j'essaie de dire, c'est que l'école, c'est la plus grosse plateforme que nous ayons. C'est là où il faut que nous ayons confiance. On a une énorme plateforme, plus d'1 million d'enseignants. Vous disiez environ 65 000 sur eTwinning France. Ce serait fantastique si
plus encore y allait, avec 12 millions de followers. Donc, ne pas avoir honte, montrer ce qu'on a fait, sans une surveillance, sans l'inspection, sans des choses comme ça qui en général peuvent être inhibants pour des enseignants. Je crois que c'est une richesse supplémentaire et donc un acteur supplémentaire que nous avons en France. Et moi, j'adorerais, entre eTwinning et EPAL, évidemment, créer des liens aussi, parce que là où la formation des enseignants. Il faudrait vraiment qu'on ait un maximum de formation. Donc, quelque part, sur eTwinning, les enseignants sont déjà formés et là, ils sont en auto-formation, ils apprennent avec les autres, avec leurs pairs. Moi, j'aimerais beaucoup faire de la formation de formateurs pour que les enseignants se trouvent encore plus confortés et rassurés dans leur savoir-faire et dans leurs envies, mais aussi dans les aboutissements, les livrables que les jeunes vont pouvoir fournir. Je me permets de rajouter effectivement la formation des enseignants en direct et les formations de formateurs sont aussi pour nous une priorité. Et on voit bien dans les académies telles que Versailles, mais aussi La Réunion, Reims, l'implication qu'on peut avoir de la part de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs premier et second degré. Et je partage vraiment votre analyse de ce besoin-là et aussi du message d'oser tout simplement. Ça fait vraiment de la peine aussi de se dire qu'il y a des enseignants qui se privent aussi de la richesse que peuvent apporter des projets de ce type-là parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et je pense que c'est une des vertus des projets européens, c'est aussi de montrer qu'on est ce qu'on est et on est accepté tel qu'on est et on n'a pas tous les mêmes cadres justement de jugement. Et le fait d'être en relation avec l'autre au-delà des frontières permet de se voir souvent plus tel qu'on est et tel qu'on souhaiterait être que qu'on pense être perçu. Voilà, c'est vrai, Elisabeth. J'appelle ça la force des liens faibles. La force des liens faibles. En France, on est dans la force des liens forts, et c'est une force qui est parfois contraignante. La force des liens faibles, elle est très libératrice. On ne connaît pas nécessairement cet enseignant, ça ne sera pas nécessairement un ami. And so what, comme on dit en anglais. Et alors, voilà. Et si au bout, il y a une amitié qui se noue, voilà, c'est une valeur ajoutée, bien sûr. Et ça nous sort parfois de l'isolement qu'un enseignant peut ressentir, même s'il y a un réel encadrement français, mais parfois les enseignants se sentent seuls. En tout cas, par rapport à l'EMI, c'est parfois ce que j'entends. C'est la connexion américaine qui est en train de se tisser, si je ne me trompe. Chère Elisabeth, chère Divina, un commentaire de Véronique Humel. Alors, c'est un commentaire je dirais, sur le rôle des professeurs documentalistes, l'absence de mention dans un discours du ministre. Bon, c'est un sujet, aujourd'hui, on voit qu'il y a une forte mobilisation des professeurs documentalistes qui ont une hantise d'être mis à l'écart. Nous, au Clémy, on ne cesse de répéter qu'il y a la circulaire de mars 2017. Vous avez dit, Divina, on a la chance en France d'avoir dans notre système éducatif ces professeurs documentalistes. Est-ce que par rapport à d'autres systèmes éducatifs, c'est véritablement une spécificité française? Oui. D'abord parce que nous sommes les seuls en Europe à avoir un CAPES et une agrég. Les enseignants ne sont pas formés de la même manière ailleurs. Donc déjà, il y a une autre façon, si vous voulez, de créer l'approche programmatique à la française. Et dans les autres pays, alors évidemment, on retrouve les grandes distinctions françaises, les nordiques, les continentaux germaniques, etc. Les enseignants sont un peu plus libres d'organiser leur programme, en fait. Il y a beaucoup plus d'approche par le projet au sein même de l'éducation nationale. Et donc, plusieurs types d'enseignants peuvent s'emparer de l'éducation aux médias. Elle est perçue comme transversale. Il n'y a que dans les pays nordiques où maintenant on parle d'une éducation multilittératique qui est en fait fondée sur la maîtrise de l'information depuis 2 ou 3 ans, et où donc on voit que l'éducation aux médias devient un des points centraux du socle de base.
alors en France, on a un socle commun aussi, qui est distillé dans l'ensemble des matières. Là-bas, ils le font très tôt aussi, et c'est devenu un peu la façon d'organiser les connaissances. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'on va avoir qu'on a plusieurs rythmes d'éducation aux médias et à l'information. La France, bien sûr, est un très gros pays par rapport aux pays nordiques qui peuvent être plus agiles dans les innovations. Mais nous ne sommes pas à la traîne de ce côté-là. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique avec les profs doc et le ministère. Je les soutiens à fond parce que justement, c'est un corps de métier qui est préparé, donc qui peut oser et qui est dans une position transversale, puisque le CDI, l'espace dans lequel ils sont, c'est un espace qui est une espèce de tiers-lieu par rapport à l'école et à la cour de récré, à la classe, pardon, et la cour de récré, c'est encore un autre espace. Vous savez bien au Clémy, puisque c'est souvent là que se trouve le kiosque de la SPME. Et donc, encore une façon d'apprendre et de faire autrement. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une réelle entente, une réelle coordination entre les référents EMI et les DNE et les profs doc, qu'ils ne s'ignorent pas et qu'ils se soutiennent les uns les autres. Je crois que c'est essentiel. Là, l'enjeu, c'est les enfants. L'enjeu, c'est les jeunes et de leur donner une envie démocratique aussi, parce qu'elle est là, de les rassurer beaucoup sur les enjeux climatiques, tous les problèmes de climat scolaire qu'ils ont. Et là, on est tous sur le même front. Je crois qu'on a tout ça en commun et en consensus. Voilà. Alors, je suis navrée que le ministère ne considère pas que les profs doc sont en face des élèves. Oui, alors ça, c'est un sujet, bon, tous les praticiens, les acteurs de terrain savent ce qu'il en est. Effectivement, on sait très bien qu'il y a le CDI, puis il y a tout ce qui peut être fait entre les professeurs documentalistes et leurs collègues des champs disciplinaires. Mais effectivement, à chaque fois qu'on va dans des établissements, on voit la réalité aujourd'hui du métier de professeur documentaliste. Alors, votre langue est allée un peu vite tout à l'heure sur l'agrégation de documentation. Est-ce que justement c'est des revendications des… Non, elle n'existe pas, mais voilà. Mais en France, on a le CAPES et l'agrég. Alors, bien sûr, c'est la dernière revendication, Serge, c'est vrai, d'aller vers l'agrégation. Moi, je ne me battrai pas nécessairement pour avoir une agrégation, je me battrai plutôt pour avoir plus de recherche et plus de formation dans les INSPE, parce que c'est quand même là l'angle mort. La difficulté là de former les enseignants, y compris les enseignants du supérieur, parce que en fait, du côté de l'enseignement scolaire, mine de rien, on est beaucoup plus préparé que nos jeunes à l'université. Là, je vous parle de l'université Sorbonne Nouvelle où je suis. Les manques sont énormes au niveau des licences et des enseignants qui forment nos licences. Donc, voilà. Espérons que ça percole vers le haut, ça serait bien pour une fois que ça change. Ok. Écoutez, l'ensemble, je crois, des mobilisations et des actions aujourd'hui qui réunissent et fédèrent des organisations diverses et variées, de différentes statures, de différents endroits, de l'association, de l'institution, des universités, des enseignants, des professeurs documentalistes, le Clémy, je crois que tout ça concourt à convaincre, en tout cas, effectivement, les sphères décisionnelles, en tout cas, on l'espère, et on travaille toujours dans ce sens-là. Pour dire à nos tutelles, effectivement, combien ces enjeux sont importants et combien les pratiques existent et que la réalité, parfois, rattrape et dépasse même le champ institutionnel. Et donc, c'est effectivement très important de continuer ces mobilisations. Voilà, je ne sais pas, Elisabeth, je crois qu'on arrive au terme de l'horaire de ce webinaire. Je veux remercier encore une fois Divina Promel pour la prise de hauteur sur les enjeux qu'on a pu présenter de façon très, très factuelle au travers de dispositifs. Un grand merci, Divina, pour la qualité de cette interview. Merci à vous. C'est essentiel d'avoir les exemples et de montrer que ça existe et que ça peut se faire, ça peut se copier et se copier. Et que les gens sont contents d'être copiés. Vous voyez, c'est le paradoxe de ce qu'on fait. Merci beaucoup. Elisabeth, tu veux peut-être dire un mot de fin pour conclure?
Tout simplement, alors il y a le terme même copa. Le copy, c'est aussi le partage de pratiques et c'est vrai que c'est le sens même de la communauté e-twinning et on est donc d'une part ravis d'avoir pu mettre en perspective à la fois du coup votre regard vraiment très expert, Madame Fromeg, et aborder ces enjeux aussi si essentiels aujourd'hui pour les jeunes et de voir de quelle manière ça peut se mettre en place. D'abord à un petit niveau, il faut commencer par quelque chose d'abordable et qu'on va réussir. Faut se mettre en situation de réussite et ensuite construire à partir de cette base. Et dans tous les cas, j'ai vu sur le diaporama de Blandine Brault, vous n'êtes pas seul. C'est vrai que le Bureau national e-twinning existe. On a des personnes à temps plein comme Anthony Rioux et Stephen Cuddy qui sont là pour vous accompagner. Et en plus, on a les relais en académie, les correspondants académiques et les ambassadeurs qui sont totalement convaincus de l'intérêt et des possibilités qu'offre e-twinning est totalement prêt à vous aider à vous mettre en route si c'est ce que vous souhaitez. Donc, je vous remercie tous pour vos interventions et je vous invite notre public à vous lancer aussi. On est là pour vous aider à oser, justement.